Mercredi 22 septembre 2021, Léonore de Recondo, violoniste et écrivaine depuis 2010, avec son premier roman La Grâce du cyprès blanc, était à la librairie Ombre Blanche. Elle y présentait son nouveau roman, intitulé Revenir à toi, édité chez Grasset. Le roman de Léonore de Recondo, Revenir à toi, est paru aux éditions Grasset. En 2015, Léonore de Recondo a obtenu le prix des libraires et le grand prix RTL Lire avec son roman Amour, publié chez Sabine Vespizer, et en 2017 le prix du roman des étudiants France Culture Télérama avec Point Cardinal, également chez Sabine Vespizer, éditeur. Just like a child, my pouring tears are running wild. If you don't think you'll be home. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, d'être venu à la rencontre de Léonore de Recondo, que nous sommes très heureux ici à Ombre Blanche d'accueillir pour la présentation de son nouveau roman qui s'intitule Revenir à toi et qui est publié aux éditions Grasset. Léonore de Recondo, merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Quelques mots de présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes donc écrivain, romancière. Vous avez écrit notamment Rêves oubliés en 2012, Pietra Viva, Amour, Point Cardinal, notamment des textes aux éditions Sabine Vespizer. Et plus récemment, La leçon de ténèbres dans la collection Manu au musée chez Stock. Et vous êtes, en plus d'être romancière, violoniste baroque, je crois. Vous produisez donc sur scène et vous enregistrez aussi de la musique baroque. Donc ce nouveau roman, Revenir à toi, est bâti autour d'une intrigue assez simple en apparence, mais il pose des questions très profondes sur des thèmes comme la disparition, l'absence, la relation filiale et la construction de soi. Alors pour résumer rapidement, donc Magdalena est une actrice et comédienne à succès. Et au tout début du roman, elle reçoit un appel de son agente qui lui annonce que sa mère a été retrouvée. Cette mère, qui se prénomme Apollonia, avait déserté le domicile familial 30 ans plus tôt, alors que Magdalena n'avait que 14 ans. Et donc sans nouvelles de sa mère depuis 30 ans, et alors qu'elle a construit sa vie sur cette absence, Magdalena n'hésite pas un instant et prend le train pour rejoindre Apollonia dans une étrange maison éclusière le long d'un canal entre deux mers à Calonge, dans le département du Lot-et-Garonne. Le lecteur suit donc Magdalena dans son cheminement de retour vers sa mère. C'est un cheminement qui est à la fois physique et intérieur, bien sûr. Et donc on aura l'occasion, j'espère, lors de cet échange, d'aborder toutes les riches thématiques et la profondeur du roman qui m'a, moi, personnellement, procuré une vraie émotion de lecture. Et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi quand vous lirez le livre, si vous ne l'avez pas déjà lu. Alors peut-être, avant de commencer, avant de vous laisser la parole, peut-être on peut lire, vous pouvez lire un extrait. Alors le roman c'est un narrateur omniscient, avec un monologue de Magdalena, mais ça, on en parlera aussi plus tard, mais sûrement. Alors je vais vous lire un des passages du début où Magdalena prend le train c'est page 27, me dit-on dans l'oreillette. C'est ça. Donc elle prend le train pour retrouver sa mère, elle part aussitôt. La tête posée sur la vitre, Magdalena s'endort. Sommeil de plomb, anéantissement de ses forces, porte close, fondue au noir. Son corps suit les mouvements du train, bref balancement provoqué par la vitesse. Magdalena s'absente du monde. Du noir profond, couleur dense, qui imbibe sa conscience, naît du bleu, une tache d'abord en son centre, qui lentement dilue la matière épaisse, la détrempe jusqu'à disparition totale. Le bleu remplace le noir. Des frémissements apparaissent à la surface de l'indigo qui se fait liquide et bientôt des vagues régulières. L'océan est tout entier dans son esprit. Marée basse, temps clair, reflet tacheté du soleil, mosaïque éblouissante, jaune et vert pâle qui vibre. Étendue infinie dans le rêve de Magdalena.
sensation intérieure d'immensité, dilatation de sa conscience. Son corps contient la vision. Il ne bouge plus, mis à part quelques soubresauts nerveux des doigts. Le rêve est un mouvement immobile. Il inclut le ciel et le couloir d'un théâtre. Le bleu a disparu, il n'y a plus qu'un labyrinthe de passages étroits, lumière tamisée, moquette rouge au sol, papier peint jauni qui s'effrite au mur, plafond bas. Magdalena court. Elle transpire. Un instant auparavant, dans sa loge, la voix du régisseur la prévenait de sa prochaine entrée en scène. Un instant auparavant, elle savait exactement où elle allait. Dans le couloir, elle n'a plus rien reconnu, elle a perdu pied. Peur, panique. Des portes et des portes, elle en ouvre certaines qui donnent sur du vide, derrière d'autres portes, des escaliers étroits, et bientôt tout s'accélère. Les portes, la transpiration, la respiration, elle court, éperdue, sur un tapis mécanique recouvert de moquettes et lancée à toute vitesse. Elle ne sait plus son texte, elle ne sait plus rien, elle va mourir. Elle va se jeter sur scène et mourir. La lumière, le rouge, les battants en bois, le flottement de la moquette et sa tangue, et soudain le noir de nouveau, l'anéantissement. L'océan s'est engouffré dans une faille de la pensée de Magdalena. Sa tête glisse sur la vitre du train, ses doigts ne bougent plus, et tout son corps s'abandonne au relâchement de ses muscles. Merci pour cette lecture. Et alors, une première question justement sur le début de ce livre. Donc, elle apprend le retour, la réapparition de sa mère qui a disparu depuis 30 ans, et elle n'hésite pas un instant à partir. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle est à ce moment-là? Est-ce que justement elle n'a pas un moment d'hésitation? Eh bien, je crois que non, finalement c'est plus fort qu'elle. Après, donc, en effet, la mère disparaît 30 ans plus tôt, sans laisser d'explication. Alors au début, il y en a une vague qui est que la mère Apollonia, donc Apollonia était dépressive depuis plusieurs mois. Enfin, c'est ce qu'on comprend. On voit bien qu'elle était. Ils avaient déménagé chez les grands-parents, c'est-à-dire chez les parents du père de Magdalena, donc de l'époux d'Apollonia. Ils avaient déménagé et la mère restait allongée les journées entières. Donc on voit bien cette mère dépressive. Et puis un jour, Magdalena revient du collège et on lui dit elle est partie se reposer, elle est partie se reposer, elle est partie se reposer. Puis on lui dit rien d'autre. Et donc il y a une sorte d'énorme silence comme ça qui se fait. Elle demande mais on ne lui dit rien. Et puis elle décide elle se dit bon, si ma mère est partie, qu'elle ne donne pas de nouvelles, c'est aussi qu'elle le désire, qu'elle n'a pas envie d'en donner. Et donc elle coupe les ponts, Magdalena, elle va faire sa vie à Paris comme comédienne, elle va se faire une nouvelle famille qui est celle du théâtre. Et elle se construit évidemment autour de cette absence, mais aussi elle l'oublie, elle l'évite. Et quand 30 ans plus tard, elle reçoit ce texto, alors que ça fait très longtemps qu'elle ne cherche plus sa mère, elle est submergée, je pense, par l'émotion. Il y a quelque chose, et surtout, on lui donne une adresse. C'est-à-dire, au début, elle ne veut pas entendre ce coup de fil, et puis après, elle demande quand même où, et une fois qu'elle sait où, une fois qu'elle sait où est l'adresse, elle ne repasse pas par chez elle, et elle est dans un mouvement intérieur hyper puissant, elle est dans une énergie extraordinaire, enfin, dans le sens hors norme, et c'est cette énergie-là qui la pousse. Et c'est ce que je voulais aussi. Je voulais qu'il y ait une sorte de dynamique inflexible et qu'elle ne va pas s'arrêter, cette femme, en chemin. Et c'est ça qui l'a... Et je pense que si elle avait imaginé, elle aurait pu se dire non, mais j'hésite, je ne veux pas y aller, je ne veux... Et en fait, c'est plus fort qu'elle, elle y va. Et sur le personnage d'Apollonia, donc forcément tout le livre tourne autour de sa disparition et du traumatisme qu'elle a vécu. On va essayer de ne pas révéler ce traumatisme, mais qu'est-ce qu'on peut en dire malgré tout? Est-ce qu'il est question plusieurs fois pour elle s'invisibilise pour fuir ce traumatisme, mais il y a souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas à sa famille, est-ce qu'elle aurait pu en parler, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce traumatisme sans le révéler? Oui, on peut dire qu'il y a que ça l'interdit à la vie. C'est-à-dire, elle n'est pas la fille de qui elle pensait être, et ça c'est lié à son histoire, et elle va l'apprendre à un certain moment, et elle va se sentir tellement coupable
elle va s'interdire à la vie. C'est quelque chose de cet ordre-là. Elle va rentrer dans une dépression tellement profonde et elle va penser protéger les siens en ne disant rien. Et elle va penser que comme ça, cette transmission ne se fera pas. Or, évidemment, la transmission se fait d'une manière ou d'une autre. Et cette mère qui ne parlait pas et qui s'est enfuie donne une fille qui est comédienne et qui passe sa vie à être porte-parole et à trouver des textes et à vouloir dire quelque chose. Et Magdalena, ce revenir à toi qui est revenir à la mère, mais qui est aussi une forme de réunion avec elle-même, Magdalena se rend compte que tous les textes qu'elle a dit, et particulièrement Antigone, dont on parlera sûrement, elle savait. Enfin, les choses se transmettent à notre insu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'Apollonia, la mère, n'a pas réalisé, mais surtout Apollonia est devenue folle. Ça la rend inapte à penser, incohérente, ça la rend inapte aux autres, ça la rend inapte à la vie. Elle sort de sa propre vie. Et est-ce que vous pouvez nous parler des autres membres de la famille? Vous les avez évoqués. Il y a donc Isidore le père, et Marcel et Michel qui jouent peut-être un rôle plus important même que celui du père. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur eux et sur leur rapport à Magdalena, à cet enfant abandonné? Oui. Alors en effet, donc les deux personnages principaux sont Magdalena et Apollonia, et puis autour il y a Isidore, le père, qui raconte un peu, qui a été très 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 amoureux, est tombé très amoureux d'Apollonia, quand lui était très jeune et elle un peu plus, va avoir 10 ans de plus, une femme un peu mystérieuse comme ça, Apollonia, qui était déjà une forme de mélancolie. Toute sa vie sans qu'elle ne sache pourquoi jusqu'au jour où elle va comprendre. Et ils ont cet enfant tardivement, Magdalena. Et donc tout se passe bien jusqu'au jour où Apollonia vraiment devient complètement déprimée. Elle ne va pas en parler, elle ne va pas expliquer pourquoi à Isidore. Et Isidore va se trouver très très désemparé devant cette femme qu'il aime, mais qui en même temps lui échappe complètement. C'est-à-dire, il a ce sentiment que le mystère d'Apollonia était quelque chose d'extrêmement attirant quand ils se sont rencontrés. C'était une sorte d'attraction comme ça vers elle, ce mystère. Et puis que finalement, ce mystère, ce peu de mots, à la fin, ce mystère les éloigne, les sépare, et qu'une sorte d'énorme gouffre qui s'est créé entre les deux et qui vient petit à petit les séparer jusqu'à la grande dépression d'Apollonia. Et quand il voit que sa femme vraiment ne peut plus rien faire, il décide d'emménager chez ses parents à lui, donc Marcel et Michel, qui sont les parents d'Isidore. Et la famille va s'installer là. Apollonia va s'installer dans la chambre d'amis où elle va rester allongée. Et Isidore va continuer de travailler. Et Magdalena va aller donc au collège et vivre sa vie avec ses grands-parents jusqu'au départ de la mère. Et puis, un peu plus tardivement, le père Isidore va rencontrer une autre femme et va lui aussi partir à quelques kilomètres et donc être moins présent pour Magdalena, qui finalement se retrouve seule avec ses grands-parents. Donc des grands-parents d'une génération qui parlent là aussi pas énormément, mais des grands-parents très aimants, avec un grand-père très tendre, je crois, avec sa petite fille qui voit bien dans quel désarroi est cet enfant et qui va essayer de continuer de communiquer avec elle alors qu'elle ne leur parle plus, elle leur adresse plus la parole parce qu'elle pense qu'ils y sont pour quelque chose et qu'on lui cache trop de choses. Magdalena pense ça, à juste titre. Et donc il y a cette famille qui est là, qui l'entoure, mais on sent bien que évidemment, l'abandon a coupé quelque chose, quelque chose s'est rompu pour elle. Et donc, elle n'est que dans le désir de partir. Elle va rencontrer le théâtre, et puis une fois qu'il y aura eu cette révélation du théâtre, elle va vouloir partir, aller à Paris, laisser cette famille où elle se sent abandonnée, qui est certainement le lieu de l'abandon, donc elle ne veut plus voir, et elle va se sentir saine et sauve sur scène. C'est son unique lieu où elle va se sentir, je pense, protégée.
Oui, et donc justement, c'est effectivement Apollonia et Magdalena, deux traumatismes différents, mais deux traumatismes dans leur vie, un chacune, et l'une choisit la transparence, la disparition, et l'autre plutôt la représentation au sens propre de son corps, la lumière sur scène. Comment est-ce qu'elle découvre le théâtre et quel lien est-ce qu'elle a avec les personnages qu'elle interprète? Alors, je crois que le théâtre la percute. C'est quelque chose comme ça. Dans ce moment où elle est en troisième, sa mère est partie depuis peu, où elle ne veut pas partager cet abandon, elle ne veut pas en parler avec ses camarades d'école, et elle fait l'atelier théâtre. Et là, c'est Antigone d'Anouilh, qui est une pièce que souvent on étudie au collège, et qui vient, je pense, non seulement par la force et la puissance du personnage d'Antigone, la frapper, mais aussi par la langue qu'utilise Anouilh, qui est très différente de celle qu'on étudie avant, en général, avec les Corneille, Racine, Molière. Là, c'est un français beaucoup plus parlé, donc c'est un mythe c'est un mythe d'aujourd'hui pour elle. Et donc ce personnage d'Antigone, oui, je sais pas, pour moi c'est vraiment ça, la percute, et elle n'est plus seule, alors que justement elle est abandonnée ailleurs. Là, dans ce cours de théâtre, si en incarnant Antigone, elle ne sera plus seule, c'est une forme de gémellité. Et cette gémellité tout au cours, enfin tout le long de sa vie et des rôles qu'elle va interpréter, il y aura toujours Antigone qui viendra comme ça, donc Sophocle ou Anouilh, qui sera vraiment une sorte de pivot et de point central pour elle, enfin d'ancrage, je dirais. Alors elle découvre évidemment le personnage, et puis elle découvre aussi ce qu'est la scène, alors très brièvement, parce qu'il y a une représentation dans le préau du collège, mais il y a quelque chose d'elle à cet endroit-là, donc dans ce territoire qui est une forme de territoire sacré de la scène, où elle va pouvoir exprimer quelque chose, et elle va pouvoir dire tout ce qu'elle ne dit pas dans la vie, elle le dit sur scène, et elle le dit avec... elle est porte-parole d'autres mots, mais il y a quelque chose de cette souffrance, en tout cas là, qu'elle va pouvoir dire, et puis qui va être une forme qu'elle extrapole. Enfin, il y a quelque chose de sa vie qui s'extrapole et dont elle s'empare et qu'elle peut dire là, en sécurité sur scène. Et c'est une énorme révélation. Elle se dit qu'elle n'est plus seule. Avant, elle se sentait seule, et là, elle n'est plus seule. Mais il y a à plusieurs moments des réflexions justement sur une distinction entre la personne et le personnage. Qu'est-ce qu'est un personnage? Est-ce que c'est simplement, elle dit à un moment que c'est un masque, Antigone, Rosa aussi de Tennessee Williams. Et justement, est-ce qu'elle dit quelque chose d'elle-même dans ces personnages, ou est-ce que c'est au contraire les personnages qui viennent la construire? Elle dit à un moment aussi qu'elle prend des débris, pas des débris, mais des morceaux épars comme ça de chacun de ces personnages pour se construire elle-même. Enfin, il y a quelque chose d'ambivalent. Oui, mais je pense que c'est très ambivalent. Je pense que il y a des vases communicants comme ça où elle, évidemment, la comédienne use d'elle-même. Enfin, quel autre matériau a-t-elle qu'elle-même pour incarner ces personnages? Donc elle a son corps, elle a une technique, évidemment, elle a une connaissance du texte, elle a sa mémoire, elle a tout ça pour l'exprimer. Mais en même temps, donc à travers elle se révèle le personnage, mais inversement, elle se révèle dans le personnage. Et je crois que... oui, je crois qu'elle utilise, que tout ce silence qui a entouré la disparition de sa mère, mais aussi tout le silence qu'elle va trouver en arrivant devant cette maison ecclésiale, parce que finalement, Apollonia n'est que silence. Elle se rend compte que ce qu'elle a cherché, c'est de mettre des mots sans cesse.
Donc elle met des mots sans cesse, les mots des autres, mais qui sont évidemment les siens puisqu'elle les incarne, et qui l'apprennent, elle apprend l'autre, elle apprend le texte, mais par le même biais, elle s'apprend. Elle apprend enfin, je sais pas, les comédiennes disent souvent qu'elle enfin, je sais pas, je pense que les auteurs aussi vivent d'autres vies. Moi, j'ai vécu un bout de la vie de Magdalena en l'écrivant, et Magdalena a vécu d'autres vies. Enfin, c'est une sorte de mise en abîme comme ça, d'autres vies que la sienne en interprétant d'autres. Et il y a évidemment quelque chose de soi que l'on laisse dans le personnage, et inversement, le personnage laisse une forme un petit débris ou un petit lambeau de soi à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que le personnage est vivant et qui continue de vivre. Mais je me suis dit, ce qui m'intéressait dans ce texte, c'était cette contradiction. Non, c'est pas une contradiction, c'est cette opposition entre ces deux femmes qui finalement sont... L'une est issue de l'autre, qui vivent une forme d'abandon l'une et l'autre sans le savoir. Enfin bon, la fille ne sait pas l'histoire de la mère, mais la mère sait ce qu'elle fait subir à sa fille, et qui, chacune, dans un chemin différent, une dans l'absence de mots et l'autre dans une sorte de folie de mots, va tâcher de se trouver, et de trouver pas une réponse, parce qu'on ne trouve jamais de réponse, mais une forme de lumière dans cette obscurité dans laquelle elles sont l'une et l'autre. Ouais, pour rebondir, justement, la question de la filiation, c'est quelque chose qui est présent déjà dans votre travail, dans vos livres et vos romans précédents. Et c'est une question compliquée, parce que est-ce qu'un enfant, là en l'occurrence, est-ce qu'une fille peut comprendre et faire sienne l'expérience de sa mère, mais de manière générale de ses parents? Non, en tout cas consciemment, non. Mais l'inconscient et ce qui est transmis de génération en génération existe. Alors à des doses plus ou moins fortes. Il y a des gens qui sont plus ou moins armés pour laisser de côté peut-être ces transmissions-là. Mais je crois qu'on est on porte ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est enfermé dedans. On peut en faire quelque chose, libre à nous de l'explorer ou pas, et de vivre avec ou pas. Donc je pense que Magdalena, non, n'a pas conscience de ce qui se passe. Elle est de toute manière d'abord dans sa douleur à elle, qui est celle de comment survivre à un tel abandon sans raison, puisque la mère n'est pas morte, la mère est disparue. Donc elle dit, il n'y a rien de pire que la disparition, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de raison, donc la réapparition est possible. Ça laisse une forme d'espoir terrifiant. Donc elle va essayer évidemment, elle va se construire autour de ça, et elle n'est pas consciente des enjeux de sa mère. Elle est consciente de ce qui lui arrive, elle, mais malgré tout, autre chose. C'est une histoire, c'est ce que je dis, c'est vraiment une histoire qui est tacitement transmise. Et il y a quand même quelque chose qui est là. Et ce qui m'intéressait, c'est que ce soit dans un territoire déplacé, qui est celui de l'art et qui est celui de la scène, que cette femme, Magdalena, arrive à l'exprimer. Et finalement, après, quand elle comprend ce qui s'est passé, elle se dit, mais je n'ai fait qu'exprimer cette histoire, que la dire. Depuis le début, elle ne fait que dire cette histoire. Et donc justement, Antigone, effectivement, permet de faire le lien entre leurs deux histoires. Et est-ce que votre lecture d'Antigone, peut-être plus la version de Sophocle, mais est-ce que c'est ça qui est à l'origine du roman, ou est-ce que c'est plus fortuit que ça? Mais ça s'est imposé, je dirais, pour préparer ce roman. Je ne savais pas tout à fait la forme qu'il prendrait, mais ce que je savais, c'était que je voulais écrire sur la scène, j'avais envie d'écrire sur une comédienne, j'avais envie d'écrire comme une femme pourrait justement trouver
trouver une voie de secours sur scène pour exprimer quelque chose qu'elle ne saurait pas, mais qu'elle dirait malgré tout. Et donc j'ai relu énormément de littérature de théâtre, ce que j'avais pas fait depuis très très longtemps, parce que en fait, je dois avouer que le théâtre lu, enfin, pour moi, n'est pas dans mes habitudes. Et là, j'ai repris aussi. J'avais envie de voir comment au théâtre, d'une manière très spécifique au théâtre, on crée une voix, comment on trouve une langue pour chacun des personnages. Enfin, tout ça m'intéressait techniquement, et aussi j'avais envie de me replonger et de me dire qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce que Magdalena aurait bien pu lire, et quels rôles auraient pu être les siens, et vraiment des rôles comme ça qui auraient jalonné sa carrière et vers lesquels elle aurait pu revenir au fur et à mesure du temps et retrouver un personnage, et comme revenir dans un lieu, dans une maison qu'on aime et qu'on n'y retourne pas pendant très très longtemps, et puis on revient dans cette maison, on ouvre les fenêtres et on arrive devant un paysage familier, et puis on le voit de la même façon, et en même temps tout est un peu différent. Et ça j'avais envie de ça. Donc j'ai relu. Alors Sophocle, pour moi, est dans ma construction intérieure, est extrêmement important. J'adore Sophocle. Je pense que c'est vraiment le son théâtre, quelque chose de très fondamental en général dans la littérature et dans la construction, en tout cas dans la mienne, des grands mythes. Donc elle va jouer Sophocle à Avignon l'été suivant cette histoire. Et puis donc Antigone d'Anouilh, parce que c'est une pièce que l'on découvre au collège, et puis Antigone dans Anouilh, dans la pièce, c'est une jeune fille fragile, discrète, qui n'est pas très belle, mais qui a cette force intérieure, comme ça, dans sa discrétion, qui est bouleversante. Et j'avais envie que Magdalena soit prise par ça, par un personnage comme ça, hyper puissant, mais quelque chose qui brûle dedans, qui n'est pas un personnage comme ça très lumineux. Et puis il y avait Tennessee Williams aussi que j'ai relu, parce qu'il y a une pièce que je trouve très intéressante, qui s'appelle La Rose tatouée, qui est l'histoire d'une mère et d'une fille, avec une fille adolescente qui s'appelle Rosa, et avec une mère qui pleure son mari qui est mort, et qui reste dans un deuil comme ça très très profond, qui ne s'en remet pas, et cette fille qui se révolte, et qui elle est dans la découverte de l'amour, et donc ça, quand Magdalena joue cette jeune adolescente, elle là aussi évidemment elle exprime beaucoup de sa colère, mais donc, en ayant lu toutes ces pièces de théâtre, Tchekhov aussi, Antigone s'est imposée, en fait. Je savais qu'Antigone était importante. Je savais qu'Antigone pouvait être une sorte de point de référence intérieur pour elle. C'est un point de référence pour moi aussi. Mais finalement, Antigone devient, je pense, un des personnages vraiment principaux du texte. Mais ça, c'était pas tout à fait décidé au départ. Et pour rester un tout petit peu sur le théâtre, donc il y a effectivement des très belles descriptions de la scène, du jeu d'acteur, de l'émotion procurée par le spectacle vivant. Est-ce que ça vous vient aussi de votre carrière de violoniste ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre la représentation musicale et la représentation théâtrale sur bien scène ? sûr. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose de soi qu'on révèle. Il y a quelque chose de la temporalité aussi. Je crois que c'est un livre qui est une sorte de millefeuille autour de la temporalité, de ce présent dont on parlait au début, qui est une sorte d'énergie comme ça fracassante qu'elle a d'aller sur le territoire et de trouver cette maison éclusière. Et puis en même temps, les réminiscences de son enfance, le passé, tous ces textes qui sont là, l'histoire de la mère Apollonia qui vient aussi jalonner le texte. Et je me suis perdue. C'était quoi votre question ? Sur le rapport avec la musique. Ah oui, la musique, la scène, représentation. exactement, la représentation. Et il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose j'avais envie de parler de comment sur scène on déploie
une énergie très particulière de soi-même, et c'est quelque chose que quand on va à un spectacle, on vient chercher aussi, on a envie de ça, on a envie de voir l'acteur, le musicien, le danseur donner quelque chose d'extraordinaire de lui-même. Et puis, j'avais envie, par contre, c'est en effet, j'aurais pu parler d'un musicien, ou d'une musicienne, mais j'avais envie de parler des mots. J'avais envie que ce soit autour du théâtre, parce que là, les mots ont tellement manqué dans son histoire à elle qu'elle aurait pu évidemment les trouver à travers la peinture ou à travers un autre mode d'expression. Mais là, j'avais envie qu'on voit que toutes ces bribes de texte, de tout ce qu'elle a mémorisé, de toutes les tirades, de tous les personnages, de tout ce qui finalement la constitue, que ça soit une sorte d'énorme mosaïque de mots, et que cette femme qui passe son temps à dire les mots des autres, quand elle se retrouve devant la maison de sa mère, commence à dire les siens. Et donc il y a une forme de monologue aussi qui est là dans le texte, qui est une prise de parole à la fois théâtrale ou pensée, parce qu'on ne sait pas si elle le dit, puisqu'il n'y a pas vraiment l'adresse au départ, la mère n'est pas présente, mais elle démarre une forme d'adresse qui est sa voix propre, qui est tout à fait la sienne, avec ses mots à elle, et qui ne pouvait émerger que dans cet endroit-là, sur ce territoire-là. Oui, et peut-être d'ailleurs vous voulez lire. Oui, je peux en lire un petit bout, parce que donc comme je vous disais, la narration est omnisciente, et on voit Magdalena, on voit Apollonia, on voit ce qui se passe, mais il y a il y a ce monologue qui arrive, qui démarre, et qui va arriver. Alors, qu'est-ce que je peux. Je vais vous lire je vais vous lire ça. J'avais le droit d'être mes rôles, c'est tout. Sur scène, j'étais libre, partout ailleurs enfermée, et ce serait trop simple de réduire mes échecs à ton départ. Ce serait trop simple de dire que je ne me suis jamais autorisée à aimer parce que tu étais parti, cause à effet. Or, tout est complexe, épais, j'ai bifurqué, j'ai nagé dans le brouillard, j'ai été heureuse terriblement parfois, tu n'avais plus d'importance, je faisais sans toi, et personne ne s'apercevait du brouillard. Je donnais le change avec le succès, dans la rue les sourires appuyés de ceux qui pensent te connaître alors que tu ne connais rien de toi-même. Je ne savais rien, sauf que je ne voulais pas d'enfant, pas de cet amour-là, pas de cet abandon. Mais regarde-moi aujourd'hui, j'ai tout laissé à Paris, je n'ai rien pris. Un coup de fil avec une adresse et je suis là, alors que je croyais avoir coupé net. J'ai pris le métro et le train, j'ai cassé le carreau. Je suis devant toi et tu es exactement dans la même position qu'il y a 30 ans, plus vieille, moins belle, plus sale, au milieu du désordre. Tu es un monstre gavé par l'attente, et moi je te parle et je te regarde comme avant, et tu ne dis toujours rien. Je pourrais repartir, mais je vais rester. Le mouvement du départ, c'est moi qui le ferai. Par orgueil, je claquerai la porte et rentrerai à Paris. Quand on me demandera « Tu étais où ?», je dirai « Nulle part ». J'avais imaginé la violence et le désordre, mais pas ça. Je vais me faire une place dans ce nulle part. Et toi, reste allongé. C'est toujours comme ça que je t'ai vu. Et donc, effectivement, Magdalena, à plusieurs reprises, essaye de parler à sa mère, qui, elle, ne répond pas. Et il y a pas une thématique, mais une question, celle du corps, qui est aussi très présente dans votre œuvre. Et là, on a l'impression que les retrouvailles sont plus incarnées que dites. Il y a par des gestes, les contacts avec les mains, la douche, par exemple. Est-ce que c'est ça qui permet aussi, finalement, à Apollonia de s'ouvrir un petit peu, le corps plutôt que la parole? Oui, parce que elle a... C'est indicible pour elle, pour Apollonia, puis que de toute manière, elle est complètement folle, elle est incohérente quand sa fille la voit. Donc j'ai pensé aussi que cette histoire de filiation et d'incarnation, que Magdalena est issue d'Apollonia, de son corps, et que si le lien par les mots ne se faisait pas, et puis c'est la magie de la présence, aussi, c'est la magie du corps vivant. Quand
pendant des années, pendant des décennies, Magdalena a pensé, le corps de sa mère avait disparu, son corps vivant, ses gestes, son odeur. Et là, elle la retrouve, alors tout à fait changée, tout à fait pas comme elle l'avait imaginé, mais il y a ça, elle est là. Et en effet, elle s'adresse à elle, il n'y a pas de réponse. Mais à un certain moment, elles vont commencer de se toucher un petit peu. Et il va y avoir le contact qui ne se fait pas par les mots, par l'entendement, se fait par la peau, je dirais. Et ça, c'est quelque chose d'absolument originel pour l'une et pour l'autre, de ce contact épidermique. Et ça va oui, le contact, elle se retrouve dans ce contact-là, en fait. Et c'est peut-être, en effet, ce qui va permettre à Apollonia de sortir un tout petit peu de sa forme de démence ou de sa disparition, parce qu'elle a disparu à l'intérieur d'elle-même, elle a disparu aux yeux des autres, mais aussi à l'intérieur d'elle-même. Et il y a quelque chose qui la ramène à une réalité, qui la ramène au réel, c'est le contact avec sa fille. Et là, c'est même si la compréhension n'existe pas tout à fait, la réconciliation se fait par ça, par une main posée sur la main de l'autre et de ce que ça éveille chez la mère, de ce que ça éveille chez la fille et de ce chemin qui se croise. Et par rapport au corps de Magdalena, c'est pareil, il y a elle a un rapport très complexe avec son propre corps parce que c'est son outil de travail et elle est très belle. Tout le monde lui rappelle toujours qu'elle est très belle et comme elle est célèbre, elle doit en plus présenter une image toujours unique d'elle-même à l'extérieur, alors que vous dites à plusieurs moments et elle dit qu'elle est en fait à l'intérieur en 1000 morceaux, en débris. Et il y a quelque chose de complexe là dans le rapport à soi-même pour elle. Oui, le rapport, la contradiction aussi intérieure. Alors, en effet, Magdalena choisit ce métier de comédienne qui est celui de dire des textes, mais qui est aussi celui d'être vue et d'être écoutée. Donc, elle fait du cinéma dans sa jeunesse, et puis après, elle va plutôt vers le théâtre, justement, pour retrouver cet espace de la scène qu'elle aime particulièrement, alors que le cinéma, c'est évidemment un rapport très différent à la caméra, à l'attente. Mais elle est en contradiction profonde avec l'image qu'elle donne d'elle-même, qui est liée au succès, qui est liée aux attentes, qui est liée aussi au regard des metteurs en scène, et qui finalement, elle donne le change avec ça, mais qui n'est pas du tout en adéquation avec son sentiment intérieur. Il y a une sorte d'incohérence entre son apparence et la manière dont elle est ravagée à l'intérieur d'elle-même. Ça ne se voit pas. Et ça, alors parfois sa beauté est un leurre formidable parce que ça évite aux gens de poser des questions et ça évite beaucoup de choses. Mais à l'intérieur, il y a parfois cette incohérence-là est insupportable. Elle voudrait que ça se voie. Elle parle elle appelle ça la brèche, de cette brèche qui est sa force aussi, où émergent des choses. Elle voudrait que cette brèche se voie, de ne pas avoir une image si lisse ou si différente de ce qu'elle ressent d'elle-même. Et ça, cette contradiction-là, je la vois aussi, parce que j'ai des amis que je connais depuis très longtemps, que je vois sur scène, des chanteuses, des comédiennes qui sont sur scène dans une forme de puissance et d'aura comme ça très 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 forte, et qui, quand elles sont en dehors de cet espace-là, en dehors de l'interprétation de la parole d'un autre, quand elles sont juste avec elles-mêmes, dans un rapport très différent et beaucoup plus éteint, mais dans un endroit comme dans l'autre, elles sont elles-mêmes. Ça n'est pas, enfin, c'est toujours elles. Et ça, je trouve que c'est fascinant, enfin, de voir comment on peut vivre ces deux, enfin, la part d'ombre et la part de lumière. Et par rapport à ça, le retour vers la mer, c'est aussi une parenthèse
de temps et d'espace dans la vie de Magdalena qui est très rythmée par les répétitions, enfin non, pas du temps très... Et cette parenthèse lui permet aussi de revenir à elle-même. Ça aurait pu être peut-être le titre du livre, Revenir à soi, parce qu'elle retrouve aussi son corps, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui ne la reconnaît pas, là aussi ça la change. Donc c'est aussi un retour à elle-même autant qu'un retour vers la mer. Oui, absolument. C'est une forme de réconciliation avec l'autre et avec soi et avec une. C'est comme s'il y avait un chaînon manquant et que le chaînon est trouvé. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait espéré, ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. Il reste évidemment beaucoup de zones d'ombre, mais il y a quelque chose qui se réunit à cet endroit-là. Et en effet, Magdalena est tout à fait hors du temps dans cet endroit qui est le canal latéral que vous connaissez bien et qui donc est un peu là, c'est dans le Lot-et-Garonne, donc un peu plus à l'ouest, et qui est un paysage avec les platanes comme ça, avec les petites Apollonia est dans une maison éclusière. C'est un paysage tout à fait atemporel. On pourrait être il y a 50 ans, et c'est peu traversé par les autres, c'est peu traversé par, il y a quasiment pas de voitures, donc c'est un paysage comme ça très agricole, évidemment très étranger à la vie parisienne qu'a Magdalena, et dans ce temps suspendu, dans ce territoire inconnu, là aussi c'est le point d'orgue de son présent. Et alors, la rencontre surgit, la rencontre avec la mère aussi, une rencontre amoureuse comme ça, très brève, puisqu'elle c'est comme si elle est ravie à elle-même, cette femme, dans cet instant-là. Et en même temps, elle est à la fois ravie à elle-même, et en même temps, elle est dans dans un point crucial de sa vie. Et donc, donc tout est possible dans ce moment-là. C'est une forme d'écartèlement du temps. Et la rencontre est possible avec l'autre, avec un jeune homme, et évidemment avec soi. Alors que, comme vous le disiez, son temps est minuté, les productions sont prévues sur 2 ans à l'avance, elle sait où elle sera dans les mois suivants, on attend d'elle toujours quelque chose, et là, on n'attend rien. Et peut-être ce sera le mot de la fin, peut-être, sauf si quelqu'un a encore une question, ou sauf si vous aviez autre chose à rajouter sur le texte. J'ai tout dit, je crois, mais sauf si vous avez des questions. Et sinon, de toute façon, donc vous retrouvez le livre et les précédents livres de Léonore de Récondo au fond, et peut-être vous pouvez venir pour le faire dédicacer. C'est l'occasion de parler de manière plus informelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. It brings a tear into my eyes when I begin. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 22 septembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Since you've been gone, I guess I'll try.